Bonsoir, bonsoir à tous, ravi d'être avec vous. Bonsoir Florian, bonsoir Thierry. Bonsoir à tout le monde, Vous allez bien? en pleine Très forme. bien, bonsoir. Bon, en tout cas, nous, on est ravis d'être avec vous ce soir et d'être en mesure de vous faire participer à ce nouveau webinaire sur la tendinopathie calcifiante. Voilà, c'est un vrai plaisir pour nous d'être avec vous ce soir. Et moi, je suis particulièrement content d'être avec Florian et Thierry, qui nous font vraiment le plaisir de participer. Donc, c'est aujourd'hui le 9e webinaire que l'on organise et ça fait le 2 ou 3e avec Thierry. Et c'est vraiment toujours un grand bonheur. Et en plus, vous avez tous répondu présent avec déjà plus de 700 participants inscrits. Donc, merci à vous d'être là. Comme d'habitude, vous avez le chat disponible pour échanger et discuter et nous faire des petits bonsoir à tous. Et du coup, avoir quelques échanges, nous dire d'où vous êtes, c'est toujours intéressant aussi. Donc voilà, on a des connectés un petit peu partout dans le monde. Et comme d'habitude, vous aurez accès à la rubrique questions. Le but étant à la fin de pouvoir faire un échange entre Thierry, Florian et vous. Et qui puisse répondre aux différentes questions que vous avez pu noter durant le webinaire, sachant que vous pouvez voter pour les questions que vous considérez les plus intéressantes et qui seront traitées du coup en priorité. Du coup, pour ce soir, pour parler de la tendinopathie calcifiante et surtout les traitements, j'ai le plaisir d'être avec Florian Marquier. Donc Florian, c'est un passionné de trail et de sport, kinésithérapeute spécialisé dans la rééducation des blessures pour les sportifs. Et en parallèle, il intervient également sur différentes entreprises pour prévenir de l'apparition des troubles musculo-squelettiques au travail. Voilà pour Florian. Et également Thierry Marc, donc Thierry Marc que l'on connaît, kinésithérapeute et cadre de santé depuis aujourd'hui plus de 30 ans. Et Thierry, il est spécialisé dans la rééducation de l'épaule. C'est ainsi également qu'il est le créateur de la méthode CGE, une approche kinésithérapique reconnue internationalement. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole plus longtemps. Je vais laisser Florian et Thierry. Juste pour information, vous pouvez prendre vos smartphones parce qu'ils vont vous être utiles ce soir. Ils ont concocté un programme assez sympathique. Et je reviens moi en fin de webinaire pour animer les questions-réponses. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée et je laisse la main à Florian et à Thierry. Bonsoir à tout le monde. Et du coup, j'ai une première question à Thierry. Du coup, pourquoi avoir choisi ce sujet à traiter avec nous ce soir? Oui, donc bonsoir à tous. Merci d'être nombreux pour ce webinaire. Alors, il y a quelque temps, j'avais fait un topo sur la tendinopathie calcifiante et Damien Cornevin, qui est le trésorier de la SFRE et formateur à TM Institute, avait vu le topo. Il m'a dit « Tu nous avais habitués à mieux ». Alors, ça ne m'a pas vexé, ça m'a motivé. Et donc, j'ai creusé la question et quand j'étais au fond du trou, j'ai décidé de faire le webinaire pour vous parler un peu du point que j'avais fait sur cette question qui est assez complexe. Voilà, et on va essayer ce soir de voir quelles sont les possibilités qu'a la kinésithérapie d'améliorer ses patients. Florian ? Ouais, vas-y Thierry, tu peux passer la diapo. Alors, première diapo, c'est donc on a décidé de faire un webinaire connecté. Donc vous allez tous scanner soit le QR code avec votre smartphone, soit taper l'adresse qu'il y a d'un côté du petit 1 qui s'appelle www.wooclap.com/tmi03. Donc ça va être un webinaire connecté comme je le disais, donc on va vous poser des questions en live et comme ça vous allez pouvoir répondre, donner votre avis, comme ça Thierry pourra rebondir dessus, moi aussi, et du coup ça rendra le webinaire beaucoup plus intéressant et beaucoup plus interactif. Donc on vous laisse ça 2 petites secondes, là vous êtes 21, on va attendre qu'il y ait la majorité des gens d'entre vous qui se connectent. Donc soit vous allez sur wooclap.com et en gros vous avez une petite une adresse avec à rentrer un code et le code c'est TMI03. Donc, vous vous connectez et comme ça, vous aurez accès à toutes les réponses sur votre smartphone. Si vous n'arrivez pas à vous connecter ou que sur les questions, ça bug, vous cliquez sur le bouton « Je suis perdu ». Et comme ça, moi, je pourrais intervenir pendant les questions pour essayer de vous aiguiller comment actualiser la page. Donc, si ça bug ou quoi, vous actualisez la page et les questions réapparaissent. Donc, pour le moment, il n'y a pas de questions, c'est normal. On va juste attendre qu'il y ait une majorité des gens qui se connectent et comme ça, après, Thierry commence le PowerPoint. Règle un peu ton micro, Florian, parce qu'on ne t'entend pas bien. Là, c'est mieux ou pas du tout? Non, tout à l'heure, à un moment, c'était mieux.
Là, c'est dans le nord, avec la couverture nuageuse. Ça capte mal. C'est mieux là? Ça va, c'est correct. C'est correct. Bon, tu peux avancer. De toute façon, on les retrouvera tout à l'heure à la première question. Ceux qui sont perdus. Voilà, donc le programme de ce webinaire, c'est, on va essayer de voir d'abord qui c'est qui est touché par les calcifications, qu'est-ce que c'est exactement, comment elles évoluent, pourquoi l'épaule devient douloureuse à un moment, quel bilan effectuer et ensuite quel traitement mettre en place. Alors, la première question, justement, que vous évoque une tendinopathie calcifiante? Donc là, vous avez le libre choix de répondre. Donc ça va faire apparaître un nuage de mots. Et si vous n'avez pas le temps de marquer les mots ou quoi que ce soit, vous pouvez liker les réponses des collègues qui vont apparaître. Ça évite de marquer 10 fois le même mot. Vous avez juste à liker avec des petits cœurs. Et ça permet justement de... Alors, les premières réponses apparaissent. On parle de tendinopathie chronique. Donc là, ça va partir un peu dans tous les sens, c'est normal. Vous êtes beaucoup à participer. On parle de raideur. Douleur qui apparaît forcément. Essayez de répondre par des mots pour celui-là. Il y en a d'autres, on fera des phrases, mais là plutôt des mots, ça sera plus simple. Alors, on va attendre que ça se stabilise. Donc, en gros, ce qui apparaît le plus, donc raideur en plein milieu, tendinopathie chronique, de l'inflammation. On est toujours dans le vrai. Calcification du tendon. On voit apparaître les ondes de choc. Thierry nous en parlera tout à l'heure. On parle d'os. Mais je pense que c'était une phrase qui a été coupée. Alors, donc on se stabilise sur la raideur. La douleur dans tous les sens. Thierry, qu'est-ce que tu en penses? Ben, il y a pas mal de choses, c'est déjà très bien, oui. Est-ce qu'ils sont dans le vrai? La patience, je vois. Je pense qu'il y a une petite faute de frappe. Allez, encore quelques secondes. Après, on va stabiliser, sinon on va y passer trop de temps. Du handicap, immobilisation. Les conséquences d'un conflit. On va voir ce qu'en pense Thierry tout à l'heure. Donc, globalement, alors je vais fermer pour qu'on stabilise. Est-ce qu'il y en a qui veulent répondre encore un peu? Allez, encore 10 secondes, après on va stabiliser. On peut stabiliser là, Florian. Allez, on va stabiliser. Hop. Donc, ce qui ressort le plus, on a la raideur, tendinopathie chronique, calcification du tendon, dépôt calcique, inflammation, une douleur chronique, douleur dépôt calcique qui revient. Donc, globalement, on est sur ça dans l'opinion de notre échantillon. Du coup, Thierry, je te laisse la main sur l'épidémiologie. Alors, donc, il faut savoir que c'est les femmes qui sont plus touchées que les hommes, à un âge moyen d'environ 55 ans. Le bras dominant est plus touché. Dans 20% des cas, c'est bilatéral, avec une forte composante de douleur nocturne. Les calcifications font en moyenne un gros centimètre, ça va de un peu moins d'un centimètre jusqu'à 3 cm et demi. Elles sont localisées dans la majeure partie des cas dans le supraépineux, mais aussi dans l'infraépineux en 25% des cas, le subscapula, et de façon exceptionnelle dans le teres minor. On voit que dans cette étude à droite, il y a 15% environ de rupture de coiffe, mais on verra que ça arrive dans un stade bien particulier. Ensuite, la pyramide des âges qui correspond à peu près à ce que je vous ai montré. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'après 70 ans, il n'y a plus de calcification présente dans l'épaule, c'est-à-dire qu'elles disparaissent dans le temps. Alors, les sédentaires sont plus touchés que le travail manuel. Quand j'ai commencé, on disait que c'est parce qu'on surutilisait l'épaule qu'on avait des calcifications. C'était faux. Sur une étude assez volumineuse réalisée par Bosworth, le même qui avait décrit des herçages pour le tendon d'Achille, il retrouvait 2,7% de calcification dans une population de 6000 salariés et il n'y en avait que 35 à 45% qui devenaient douloureuses. Dans une autre étude un peu plus récente, sur 200 épaules asymptomatiques, 7% présentent des calcifications et sur 900 épaules douloureuses, 7% présentent des calcifications. Donc, vous voyez, on a presque plus de calcifications si on a pas mal que si on a mal.
Et ensuite, 33 à 42% des sujets présentent des symptômes. Ça, c'est une autre étude plus récente. Et c'est l'étude de Sanson qui trouve, mais ça dépend des recrutements, il y a sûrement des biais de recrutement, que de 9 à 14% des sujets n'ont pas de symptômes. Allez, nouvelle question. Alors, quelles peuvent être les origines de la tendinopathie calcifiante? Donc là, pour ceux qui ne sont pas connectés encore sur le WooClub, vous pouvez aller sur le site www.wooclub.com et taper le code TMI 03. Donc les premières réponses commencent à apparaître. Donc on parle des origines de la tendinopathie calcifiante. Alors, pour le moment, le plus gros, c'est l'âge. Thierry nous parlera de l'âge plus tard. Alors, on parle de surutilisation. Métabolique revient beaucoup. Je vois aussi conflit. Oui. Un conflit qui devient énorme. Alors, on va attendre quelques secondes que ça se stabilise. Hormonal qui revient. Surutilisation, on l'a dit. Alors, pareil, essayez de mettre des mots pour le moment, sinon ça fait des moitiés de phrases. Je vais quand même aller voir du côté des phrases pour voir, mais je pense que la question est plus appropriée pour les mots. Bon. Donc, on a l'âge qui revient le plus. Non, on va rester sur le nuage de mots, c'est le mieux. Donc, surutilisation, sédentarité. Non, on va bloquer. Ça a l'air de se stabiliser. Voilà. Donc, le mot qui revient le plus souvent, c'est le conflit. On parle d'origine métabolique, l'âge, la sédentarité, déminéralisation, origine hormonale, surutilisation. Il y en a qui parlent même de stagnation du sang. On retrouve conflit sous-acromial, souffrance tendineuse, toujours pareil, frottement acromial. Bon. Allez, on va essayer de faire le point sur la question. Je te laisse la joie de faire le point. Alors, tout d'abord, il faut savoir comment vieillissent normalement les tendons. Donc ça, c'est une étude de fou qui montre ce qui se passe quand le tendon vieillit. On a d'abord en deux la petite déformation qui apparaissent, puis des espaces entre les différents faisceaux de fibres de collagène. Ensuite, il y a la matrice qui commence à se disloquer, et c'est là où on va arriver à des stades de rupture partielle. Donc là, on peut avoir une épaule qui fonctionne tout à fait normalement, et la vôtre et la mienne vieillit en ce moment, le tout de savoir à quel stade on en est. Alors, de façon, je dirais, presque un peu plus inquiétante, là, on voit une coiffe où l'acromion a été enlevé en haut à gauche, et la coiffe a une structure macroscopique tout à fait normale. Idem en IRM. Par contre, si on fait une étude histologique, on s'aperçoit qu'il y a des plages au sein du tendon où il y a des dégénérescences mucoïdes du tendon qui se transforment donc en mucus. Mais ça aussi, c'est totalement asymptomatique. Simplement, dans certains cas où il y a des dégénérescences mucoïdes, on va avoir du calcium qui va se déposer. Ça fait partie un peu de la vie et de la vie du tendon, sachant que dans ce cas-là, ce n'est pas douloureux. Quand il y a des calcifications, ça peut le devenir. Alors, si on fait un peu le point de toute la littérature, finalement, pour savoir quel est le processus qui conduit et qui permet à ces calcifications de disparaître, on retombe toujours, et tout le monde s'accorde, au cycle d'Uthoff qui a été décrit en 1976. Donc, il y a d'abord un stade précalcique, et là, vous voyez la radio d'un médecin qui, en 1986, avait eu mal à l'épaule. Ensuite, il y a une phase où se forme la calcification, puis on est au stade où c'est calcifié, et là, donc, c'est le même médecin qui, en 2002, et là, je l'avais soigné à cette époque-là, la première fois non, mais en 2002, il a mal à l'épaule. Puis, il va y avoir une phase de résorption de la calcification pour arriver à de nouveau un tendon qui se restitue en intégrome. Et en 2007, donc on est 21 ans après 1986, 21 ans après, il n'y a plus de calcification chez le même médecin et il a toujours mal à l'épaule. Mais entre-temps, il a eu des périodes où il n'avait pas de douleur. Et donc, je prends ces radios en photo, il me dit, vous faites ça pourquoi? Je lui dis, parce que quand même, votre cas est intéressant, puisque vous avez toujours eu exactement les mêmes douleurs, qu'il y ait ou pas de calcification.
Donc, on peut se dire que ce n'est pas la calcification qui donne des douleurs spécifiques à la calcification. Donc, on va voir un peu plus en détail ce qui se passe. Donc, il y en a qui ont dit que c'était mal vascularisé. Alors, ce n'est pas tout à fait ça, c'est qu'en fait, il y a une hypoxie qui se crée au niveau du tendon, et donc, à cause de la diminution de perfusion. Il y a ensuite une apparition de fibrocartilage avec des chondrocytes. Ces chondrocytes, au sein de la calcification 2, vont donner des cristaux de calcium qui vont se déposer dans des petites vésicules qu'on verra. La zone de fibrocartilage se calcifie et les microcristaux, c'est de l'hydroxyapatite. On verra exactement comment ils sont constitués. Dans la phase de résorption, il y a les macrophages qui vont résorber les cristaux qui vont dans la bourse. Et ensuite, à la phase 4, le trou qui reste, le calcium qui est parti, va être remplacé par un tissu de granulation qui va progressivement se transformer en collagène et le tendon est réparé. Voilà. Simplement, ça prend des décennies. Ça prend au moins 15 ans. Donc, c'est des processus longs et on peut ne pas avoir de douleur. On va voir d'où proviennent les douleurs. Alors, l'intérêt de l'hypoxie, d'après Uthoff, c'est pas bon pour le tendon et ça va même favoriser l'apparition d'une calcification. Et donc là, il y a une indication pour l'éducation que vous donnez à vos patients, c'est-à-dire que plus on met le bras en abduction, plus la coiffe est bien vascularisée. Ça, c'est l'étude, il n'y en a pas eu 50 000, de Rathburn et McNabb, où on voit qu'un bras en abduction, il y a une continuité vasculaire entre le tendon à gauche et l'humérus à droite. Et par contre, quand vous avez le bras qui est en adduction, il y a une zone hypovasculaire. Et donc, ils disent que l'adduction essore carrément les vaisseaux de la coiffe. Et là, on voit au milieu en A un vaisseau avec la lumière qui est ouverte et en B, le vaisseau qui est collabé. Donc, l'adduction est mauvaise. Donc, plus on met des bras en abduction, mieux c'est pour la coiffe, pour à la fois les calcifications, mais aussi pour les ruptures de coiffe. Donc ça, c'est première indication à donner à nos patients. Alors, à quoi ressemble une calcification? Là, on voit au milieu en rose les dépôts de calcium. Donc, c'est des zones amorphes au sein du tendon. Et parfois, la calcification a un aspect plus ou moins laiteux, pâte dentifrice, c'est elle qui va migrer. Et d'autres fois, elle a l'aspect vraiment de cailloux, comme un conglomérat. Et celles-là ne vont pas bouger, c'est à l'état chronique. Alors, comment sont constitués les dépôts de calcium? Donc, en haut, en A et B, on voit des masses amorphes qui ont une taille de 5 à 20 microns. Et donc, on pensait que c'était ça, les cristaux d'hydroxyapatite. Et voilà, et tout le monde était satisfait. On se disait, les macrophages vont manger ça. Le problème, c'est que ça fait 5 à 20 microns. Et les macrophages ne peuvent pas manger des particules de 5 à 20 microns. Et donc, très dernièrement, en 2021, il y a Mathéos qui, avec une préparation, toujours en microscopie électronique, mais avec une préparation plus élaborée, a réussi à mettre en évidence vraiment les petits cristaux de calcium, et là qui font 100 nanomètres, 100 et 20 de largeur. Et donc, c'est ces petits cristaux qui vont migrer et qui vont être attaqués par les macrophages. Et ils sont extrêmement stimulants pour les macrophages, qui vont donc donner une réponse inflammatoire très importante. Donc, vous voyez en bas des plus gros cristaux, ceux-là, ils ne peuvent pas être attaqués, pas se désagréger. Plus on monte là-haut, on arrive aux cristaux en S0, les cristaux d'hydroxyapatite, ceux de 100 microns. Et c'est ceux-là qui vont déclencher la réaction inflammatoire quand la calcification va se désagréger. Alors, ces classifications radiologiquement ont été classées. Il y a 2 classifications qui sont les plus utilisées, suivant si on est dans la littérature française ou anglo-saxonne. Donc, il y a celle de Gardner, de 83, avec 3 stades. Voilà, stade 1, dense, contour bien défini, en formation. Après, contour bien défini, mais elle est translucide et homogène. Et après, la 3. Et la classification de Mollet, qui rajoute un stade qui est intéressant, c'est le stade D, de dystrophie localisée au site d'insertion du tendon. Et ça, souvent, c'est des calcifications qui ont mal vieilli, qui ne se sont pas résorbées complètement. Et c'est là où on peut retrouver des ruptures de coiffe, et c'est souvent celles qui ont été pluri-infiltrées. Donc, ce n'est pas une très bonne chose. Alors, une étude récente de Compagnoni qui a étudié ce qui se passait 10 ans après la première consultation. Donc, d'abord, il retrouve une arthrose glélomérale qui était de 14% qui passe à 17%. Ce n'est pas assez le vissement normal de l'épaule et c'était des stades peu avancés d'arthrose.
Ensuite, il n'y avait pas de rupture transfixiante de la coiffe du rotateur. Les calcifications persistent dans 88,% des épaules et le volume diminue en moyenne de 57%. Donc ça, c'est en 10 ans. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'on est dans des cycles plutôt de 15-20 ans. Par contre, si on n'a pas de population chez les personnes de calcification chez les personnes de plus de 70 ans, c'est qu'elles ont disparu à la fin. Mais vous voyez, entre le moment où elles apparaissent, 55 ans de moyenne d'âge, et 70 ans, le moment où il n'y en a plus, c'est très long. Donc Florian, Alors, à toi. oui, la prochaine question. Merci pour ces précisions. J'ai vu qu'il y en a qui posaient des questions dans le chat. Essayez de les poser dans l'onglet questions qui est juste à côté de l'onglet chat. Comme ça nous permettra à la fin de les retrouver et de pouvoir y répondre. Donc, prochain WooClap, quelle est l'origine des douleurs d'après vous? Donc, qu'est-ce que c'est qui fait mal? C'est clair et net. Ah ben là, je crois que ça clignote tellement c'est clair. Alors, il y en a d'autres comme d'autres propositions. Donc, l'inflammation. Alors, l'inflammation, ça veut tout dire et rien dire. Qu'est-ce que vous pourriez dire d'autre sur l'inflammation? Donc, pareil, essayez de répondre avec des mots pour qu'on puisse bien voir vos réponses. Donc, l'inflammation de quelle structure et à quel endroit? Si ça peut vous aiguiller un petit peu. Alors, il y en a qui nous disent les macrophages, la surutilisation, les contractures, je vois apparaître. Donc, il y a l'inflammation et l'inflammation réactionnelle, donc on va dire que c'est un peu la même chose. La décalcification, la douleur dans la tête. Là, au moins, c'est clair. Humérale, peut-être. Oui, je pense que c'est ce qu'il voulait dire. Crise de résorption, le mouvement. Donc, en gros, quand même, ce qui revient le plus, donc le mot le plus flagrant, c'est conflit. Donc, je pense qu'on va laisser encore 15 secondes pour que les gens puissent répondre. Donc, pareil, s'il y en a qui veulent répondre et participer, vous pouvez vous connecter www.wooclap.com/tmi03. Je vois qu'il y en a qui mettent dans le chat. Là, c'est de... Allez. Il y a pas mal de réactions. réactions. Donc, pour vous, l'origine des douleurs, la grande majorité, c'est le conflit, l'inflammation. Globalement, c'est ce qui ressort le plus. La répétition, les cristaux. Donc, on va voir Thierry ce que tu as à nous dire là-dessus. Macrophage. Bon, on va essayer de voir ce qui se passe. Donc, il y a plusieurs explications à la douleur. Tout d'abord, la migration calcique, qu'on va détailler après. La résorption progressive de la calcification. Et là, on va voir ce qui fait mal. Dans certains cas, une bursite. Et dans d'autres cas, des douleurs neuropathiques. On peut avoir la ceinture et les bretelles. Donc, ce n'est pas parce qu'on a une calcification qu'on ne peut pas avoir de douleurs neuropathiques d'origine cervicale ou l'acromioclaviculaire bloquée. Donc, il faudra toujours faire un bilan global. Alors, qu'est-ce qui se passe quand la calcification se forme? On voit des petites vésicules dont je vous parlais tout à l'heure qui vont amener à la production des cristaux de calcium. Et donc, vous avez votre tendon et au-dessus, la bourse. La tête humérale serait sous le tendon avec l'extérieur qui est à droite. Donc, ensuite, soit les petites particules de calcium qu'on a vues, là, celles qui font quelques nanomètres, 100 nanomètres, vont passer à la surface du tendon, pénétrer dans la bourse, et là, il y a des macrophages qui vont les digérer petit à petit. Donc là, suivant le nombre, on va ressentir ou pas l'inflammation. Mais c'est une douleur qui est faible à modérée, qui peut être continue. La mobilité est en général quasiment normale. Et elle peut varier aussi suivant le niveau de l'inflammation. Quand il y a des crises, les gens sont un peu plus douloureux. Mais là, c'est progressif, c'est chronique. On a vu le terme apparaître tout à l'heure dans les sondages. Voilà. Et de faible intensité. Parce qu'il faut bien être capable de guider le patient au milieu de cette maladie qui est un peu longue. Et alors, de temps en temps, la pression va augmenter parce que les cristaux sont mélangés à un véritable exsudat. Vous verrez comment ça a été décrit, ça. Et petit à petit, il monte à la superficie du tendon et à un moment, comme un furoncle, ça va perforer, c'est exactement ça la comparaison, ça va perforer la surface du tendon et le plancher de la bourse. Et là, les cristaux vont migrer en masse dans la bourse sous-acromiale et ce pauvre macrophage, il va être complètement débordé.
Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une inflammation extrêmement intense qui débute 6 heures après la migration, qui est maximum à 24 heures et qui va diminuer progressivement à 48, 72 heures, etc. Et c'est là où c'est la phase de migration, c'est la migration calcique, et ça fait partie des tableaux d'épaule hyperalgiques. Ça fait excessivement mal, les patients ne peuvent plus bouger. Voilà. Alors, où se situe l'inflammation? On vient de le voir, l'inflammation, elle se situe dans la bourse, parce que McLaughlin explique bien que le tendon étant peu vascularisé, pour qu'il y ait une inflammation, il faut qu'il y ait de la vascularisation. Donc là, sur une série de 200 calcifications, il n'avait retrouvé aucune inflammation ni signe de rupture dans les supraépineux présentant des dépôts calciques. Et l'inflammation était dans la bourse sous-acromiale. Donc ce qui fait mal, c'est une fois de plus la bourse sous-acromiale. Donc voilà, ils décrivent les dépôts. Alors quand c'est de façon chronique, eh ben ça peut être sec, ou alors ça ressemble à une pâte à fromage, ou alors un furoncle. Ça infiltre le tissu tendineux et la cavité est mal circonscrite. Quand c'est des dépôts chroniques, là la consistance est plutôt de pâte dentifrice. La lésion va toujours être sous tension et toujours aussi dans une cavité bien définie. Voilà, alors voilà où est le problème. Donc ça, c'est une publication qui vient de sortir, de 2022. Il faut savoir que les publications sur la bourse sous-acromiale sont exponentielles. On s'aperçoit de plus en plus de l'importance de cette structure. Ça fait 20 ans que je dis que c'est ce qui fait mal dans l'épaule, c'est la bourse. Et là, donc, on voit sur la gauche une bourse normale avec sa vascularisation, les facteurs de croissance. Et là, ça va participer à l'homéostasie du tendon, qui est juste en dessous. Il y a des gros échanges. C'est comme les tendons de la main qui circulent dans la gaine synoviale, ils sont vascularisés par les gaines synoviales. Là, c'est pareil, ça participe à la vascularisation et à la nourriture, à l'homéostasie du tendon. Et on voit que quand ça devient pathologique, un tendon de mauvaise qualité va induire une bursite, et de la même façon, une bourse qui fonctionne mal va induire une tendinopathie au niveau du tendon. Donc, c'est ce qui va faire mal. Et on voit qu'en 2010, Le Goff avait retrouvé des bursites dans les calcifications qui étaient douloureuses. Donc, quand vous avez un patient qui présente une calcification qui a mal, ce qui lui fait mal, ce n'est pas la calcification, ce n'est pas le tendon, c'est la bourse, puisque c'est elle qui est chargée de résorber les particules de calcium, l'hydroxyapatite. Alors, à quoi ça ressemble une bourse enflammée? À gauche, vous voyez un plafond. En bas, on a la tête humérale, c'est bien lisse. Ensuite, on est dans l'espace sous-acromial et on voit que le T, c'est le tendon, pardon. Et on voit le dessous de la bourse là qui est bien lisse. Et par contre, à droite, la bourse qui est enflammée, donc avec cette turgescence là et cette hypervascularisation, ce gonflement. Donc c'est pour ça que les patients vont être gênés quand ils vont bouger, parce que l'espace sous-acromial est comprimé par l'augmentation de la bourse. Merci Thierry. Du coup, on enchaîne avec une nouvelle question. Après avoir vu tout ça, comment faites-vous le diagnostic? Donc pareil, essayez de répondre avec des mots. Donc la douleur et l'IRM, là au moins c'est clair. Alors testing, après vous pouvez détailler si vous voulez les testings. Voir un peu les tests que vous utilisez. Bon, ça va, vous participez quand même pas mal, c'est cool. Alors, on voit... Ben oui, justement. Alors, Nireokin qui majoritairement ressortait, il y a le testing, échographie. Moi, je vais vous laisser remplir parce que sinon, ça va changer toutes les 10 secondes. Alors, la palpation. Il y a pas mal d'éléments, on va bloquer. Allez. Alors, qu'est-ce qui ressort le plus? La palpation. Majoritaire, les testings. Bon, les tests, il y en a quelques-uns qui ont en voie de job qui ressort au NIR. Les principaux. Après, on a tout ce qui est radiographie, aire de mobilité, examen clinique qui ressort de tous les côtés. Donc, en gros, les tests scanner, échographie, radio, palpation et testing.
À toi de jouer. Thierry, que ferais-tu? Alors, voilà, mais la palpation, effectivement, vous savez que la palpation, normalement, n'a pas de valeur diagnostique. Par contre, sur ces dernières années, chaque fois que j'ai vu des migrations calciques, quand vous palpez, vous passez le doigt sur le deltoïde, et à un moment, vous allez, sans trop appuyer, vous allez avoir un endroit qui déclenche vraiment une douleur esquisse. La mobilité qui est c'est concernée, hyperalgique et c'est quasiment insupportable. Et juste éternel. des fois, en caressant la peau, ça fait très très mal. C'est l'endroit où la calcification a percé le tendon et la bourse. Voilà. Donc ça, c'est un signe de migration calcique. Si vous voyez, alors, ça, c'est des gens qui viennent souvent en accès direct. Hein, le patient qui a très mal à l'épaule, il vient vous voir. On va voir quelles sont les possibilités d'avoir des différentes épaules hyperalgiques. Et donc là, si vous trouvez en général ce signe, je les envoie faire une échographie et on voit que c'est une migration calcique. On ne le retrouve pas, ça, dans les évolutions chroniques. C'est uniquement quand il y a la migration. Voilà. Donc, alors, quels sont les types d'épaules hyperalgiques pour faire le diagnostic différentiel? Donc, la migration. Donc, dans ces cas-là, le patient, il ne peut pas bouger. Hein, il est en actif et en passif. Il a trop mal. On peut avoir aussi une névralgie cervico-brachiale qui fait très mal. Mais à ce moment-là, il y aura plutôt un trajet. Il n'y aura pas de limitation d'amplitude. On a le syndrome de Parsonage et Turner qui est aussi douloureux que la calcification. Mais à ce moment-là, il est limité en actif. On a l'ostéomostéoïde qui évolue de façon plus chronique avec des douleurs nocturnes. Souvent, le patient a l'impression qu'on lui suit le bras et qui peut provoquer une douleur épaule et qui a un drapeau rouge, bien évidemment, l'infarctus. Heureusement, je n'en ai jamais rencontré. Alors, le bilan, on va essayer d'obtenir des indicateurs qui permettent à la fois de définir une stratégie de traitement, le programme, choisir les techniques de rééducation qu'on va utiliser et aussi permettre de suivre ce patient sur cette pathologie qui peut des fois évoluer sur plusieurs années. Des fois, ça m'arrive de les voir revenir tous les 4 ans. Une bursite ou une tendinopathie rompue ou pas rompue, bien traitée, normalement, ils ne reviennent pas. Là, ils peuvent revenir parce que la calcification évolue. Et ensuite, on fait un score de constant ou Mondash, le score que vous voulez, pour avoir un suivi fonctionnel. Et le diagnostic, ce n'est pas une calcification, comme le diagnostic, ce n'est pas non plus une rupture de coiffe. On ne souffre pas d'une calcification ou d'une rupture de coiffe, puisqu'on en a vu qui était non douloureuse, non symptomatique. Donc, pour faire le bilan, on a vu qu'il y en avait pas mal qui soulignaient qu'il y avait des pertes d'amplitude articulaire. Même dans une question antérieure, il y avait des raideurs. Oui, effectivement, il y a souvent des pertes d'amplitude. Donc là, on va être bien systématique avec, on teste la flexion, l'abduction, le cross-arm. Ensuite, on réalise le C-test qui sera souvent très limité et on teste la clavicule pour ne pas passer à côté de pathologie acromoclaviculaire qui pourrait être douloureuse. Ensuite, on va essayer de reproduire les symptômes donc, avec les manœuvres de mise en tension, donc l'abduction avec le test de Job, le test de Pat pour la rotation latérale, l'infraépineux et le belly press test. Voilà. Donc, on verra lesquels sont le plus souvent douloureux. Et ensuite, on va réaliser des tests de compression. Donc, en général, ce qui est comprimé, c'est souvent quoi, une des structures qui est comprimée, c'est la bourse, les tendons également. Donc, le test de Hawkins, qu'on réalise en étant bien face au patient, et le test de NIR. Donc, pourquoi on fait NIR et Hawkins toujours? C'est parce que ça ne comprime pas les mêmes zones. Le NIR comprime les structures plus latérales et le Hawkins, c'est des structures plus antérieures. Donc, suivant l'endroit où se situe la calcification, on aura des réponses différentes. C'est intéressant de faire les deux pour ne pas passer à côté d'un problème. Alors, j'ai récemment repris, pour ce webinaire, 600 dossiers des patients qui sont arrivés pour des épaules douloureuses ces dernières années. Et dedans, j'ai retrouvé 70 patients qui avaient des tendinopathies calcifiantes, 48 femmes, 22 hommes. L'âge moyen, c'est toujours 54. L'EVA moyenne était de 6 quand même, c'est assez important. Le score de constant de 54. Et vous avez les amplitudes qu'on va détailler ainsi que les résultats au test. Vous voyez qu'il y a peu de patients qui déverrouillent les tests de Job, de Pat et de Presbelli. En général, ils verrouillaient. Donc, si on regarde le test de NIR et de Hawkins, d'abord, il y en a qui n'ont pas mal aux manœuvres de mise en compression. Et pas pourcentage pas ridicule, c'est un nombre de patients. Et ensuite, parmi ceux qui ont mal, la douleur est souvent assez intense et un peu plus au test de Hawkins qu'au test de NIR.
Donc, c'est connu que c'est le test le plus sensible. Donc, vous retrouverez des douleurs lors de ces tests, mais ne soyez pas surpris, ils sont négatifs. Ça arrive dans une quantité non négligeable de patients. Maintenant, si on regarde les amplitudes, puisque vous avez parlé de perte d'amplitude, perte de raideur. Donc, c'est évident que ceux qui ont des douleurs au test de Hawkins à gauche, des douleurs intenses ont bien moins d'amplitude que les autres, en flexion et surtout en abduction, et c'était noté dans le sondage, c'est très bien. Et pour le test de NIR, la règle est la même. La flexion est diminuée, mais aussi l'abduction encore plus, 68 degrés. Vous voyez, déjà, on est assez atteint. Pour ceux qui ont une douleur au test de Job, parmi les 62 qui verrouillaient, on a sorti ceux qui déverrouillaient. Et là, on voit aussi que plus la douleur est importante, plus les amplitudes diminuent. Donc, le programme de rééducation, ce sera simple, ça sera de récupérer, puisque ce qui accompagne les douleurs, à la fois à la compression et aux mises en tension, c'est les pertes d'amplitude. On va essayer de récupérer ces amplitudes pour améliorer ces patients. Donc là, un petit tableau qui vous permet de voir, suivant qu'on a affaire à une migration, une bursite, une résorption lente ou une douleur neuropathique, à la fois le mode de début, la temporalité, l'intensité qui va être maximum dans la migration, le type de douleur, la topographie, avec le point hyperalgique pour la migration que je vous ai décrit, les facteurs d'aggravation, les douleurs nocturnes, c'est que l'inflammation est plus importante, et l'évolution, donc, qui peut être parfois très longue, mais assez rapide pour la migration. Il faut savoir qu'une fois qu'elle a migré, le patient est guéri, sauf, j'ai vu récemment des cas qui ont eu 2 migrations, même eu 3 migrations. Florian, à toi pour le sondage. Alors, on continue avec un autre sondage. Du coup, on a vu le diagnostic. Maintenant, quel traitement mettrez-vous en place pour une tendinopathie calcifiante? Donc, même principe que tout à l'heure, vous votez. Et on voit ce qui ressort le plus ensemble. Et après, Thierry nous dévoile comment il ferait lui. Donc là, essayez pareil de répondre avec des mots. Je vais quand même essayer de switcher, voir, parce qu'il y en a qui répondent avec des phrases des fois. Donc on part sur la kiné. Jusque-là, tout va bien. Donc pensez à liker les réponses des autres, hein, si vous voulez les faire remonter. C'est plus simple que de retaper. Alors, de la kiné, on est tous d'accord. Décoaptation. On va voir ce que Thierry en pense. Mobilisation spécifique. Donc pensez à liker, ça ira plus vite. Je vois qu'il y en a qui ont commencé à liker là. Ça sera plus visible. Du renforcement musculaire. On aura une autre question dessus juste après. Des assouplissements. J'ai vu penser du recentrage. Automobilisation. Bon, c'est bon, on a Allez, pas mal de on va réponses, bloquer. c'est très bien ça. On va pouvoir bientôt bloquer. Allez, 5 secondes. Allez, parfait. Donc, on est tous d'accord sur la mobilisation. Thierry, on aura ton avis après sur la décoaptation. Tu pourras en dire 2 mots. Du renforcement, de la kiné, renfort musculaire. On va en dire 2 mots aussi tout à l'heure. On a les ultrasons au fond, la roscopie. Bon, ça, je ne sais pas ce que c'est. De l'antalgie, centrage articulaire. On parle d'anti-inflammatoire aussi, automobilisation. Ben, du coup, Thierry, je te donne laisser ton avis. Voilà, mais écoutez, on va voir, on va faire un peu le tour de la question. Donc, parmi les différents types de traitements qu'on retrouve dans la littérature, il y a le repos, les anti-inflammatoires, l'infiltration, les ultrasons. Il y a eu également qui a été décrit des ionophorèses avec de l'acide acétique, dans plusieurs études. Le TENS, la rééducation avec des exercices et des renforcements. Et après, on peut passer à des traitements de palier 2, si ce n'est pas suffisant, avec des ondes de choc extracorporelles et les infiltrations, plus ou moins de trituration, aspiration, etc. Alors, bon, le repos, c'est juste dans la phase aiguë de la migration calcique, sinon il n'y a pas d'indication de repos. Les anti-inflammatoires, oui, mais attention, parce que l'inflammation sert à résorber la calcification. Donc, si c'est vraiment intolérable, oui, mais il faut laisser l'inflammation se faire pour que les macrophages travaillent. Les infiltrations, on va le détailler par la suite. Les ultrasons, alors faisons le point sur les ultrasons. Il y a eu plusieurs études, mais donc cette étude, c'est la même équipe qui a revu les patients 10 ans après.
Donc, ils ont utilisé des pulsés contre placebo, donc supérieurs à court terme par rapport au placebo, par contre, identiques à 9 mois et 10 ans. Donc, les ultrasons peuvent permettre de soulager, ça avait été déjà montré dans une étude. Personnellement, je ne les utilise pas, mais il faut savoir s'en servir si nécessaire. Donc, si on regarde la rééducation, là, les nouvelles ne sont pas très bonnes, puisque en 2021, la Drunon a comparé 3 groupes, rééducation, infiltration de cortisone et aspiration. Il a trouvé qu'il y avait de moins bons résultats, mais pas de façon très significative pour les patients qui avaient eu de la rééducation, mais par contre, le protocole ne sont pas décrits de rééducation, donc c'est difficile de savoir ce qu'on leur a fait. Il faut savoir que si on regarde dans les patients qui sont opérés les résultats à distance, on voit que l'EVA est quand même à distance à 2,3. Donc, c'est des patients, même opérés, qui ne sont pas complètement asymptomatiques. Donc, on avait fait une étude que j'ai présentée à la CSEC, où il y a un comité scientifique, c'est la Société européenne de chirurgie de l'épaule, un comité scientifique qui sélectionne les communications. Donc, c'était 70 patients, ce n'est pas du tout les mêmes que tout à l'heure. C'est une étude plus ancienne où on voulait savoir si on était efficace sur les tendinopathies calcifiantes. L'âge moyen, on retombe toujours. Score de constant, 51. À distance, le score de constant est passé à 77. Le gain est identique hommes et femmes. L'amélioration n'est pas corrélée à l'âge. Et l'analyse statistique montre que les gains d'amplitude sont corrélés au score de constant obtenu à la fin de l'étude. Donc, plus on gagne d'amplitude, mieux on se porte. Et surtout, pour l'abduction, c'était noté dans des sondages, c'est très bien, c'est l'abduction passive scapulomérale qui est prédictive de l'amélioration du constant. Donc, plus vous allez gagner de l'amplitude en abduction, mieux votre patient ira. Alors, pourquoi? Bon, ça, c'est le concept qu'on a développé pour la méthode CGE, c'est que les patients sont douloureux et sont limités parce qu'il y aurait une possible excentration de la tête humérale qu'on retrouve dans différentes études, malgré tout. Et donc, il va comprimer à gauche la bourse sous l'acromion. Et ensuite, à droite, on voit en abduction également une tête bien centrée avec sans spin sur la gauche et sur la droite, le patient qui arrive avec une abduction qui est limitée. Donc, on va essayer, nous, par la méthode CGE, de gagner de l'amplitude en améliorant le fonctionnement articulaire. Il peut y avoir d'autres méthodes aussi qui ont été testées. Alors, une grosse calcification. Alors, c'est toujours le même. Est-ce que plus elle est grosse, plus elle fait mal? Pas du tout. Alors là, il n'y a pas le résultat. Il manque une animation, mais il faut savoir que l'évolution, la douleur ne sont pas, et la gêne ne sont pas corrélées à la taille de la calcification. Donc, vous pouvez être plus gêné des fois par des micro-calcifications que par des calcifications très importantes, comme dans ce cas-là, où en quelques séances, la patiente a récupéré toute sa mobilité sans douleur. Donc, en fonction du bilan, on va tout d'abord expliquer au patient qu'est-ce que c'est que cette maladie. D'abord, que ce n'est pas automatiquement la calcification qui lui fait mal, parce qu'on peut avoir une bursite qui est due au mauvais fonctionnement avec une calcification qui est inerte. Ça, il faut bien le retenir. Donc, on va bien expliquer comment ça évolue, et même à la fin, quand ils s'en vont, et qu'ils ont plus mal, que l'épaule fonctionne bien, je les préviens toujours qu'ils peuvent avoir une migration qui va se produire, et là, qu'ils aient très mal, que si ça leur arrive à l'étranger, quand ils sont en voyage, qu'ils n'aillent pas aux urgences de l'hôpital passer 2 jours, ça va passer automatiquement, c'est la calcification qui migre. Donc, l'information est importante, surtout sur des traitements qui peuvent être longs et surtout sur une pathologie qui va durer pendant des années où il peut y avoir différentes étapes. Pour le programme de rééducation, on traitera l'épaule. Parfois, s'il y a des douleurs neuropathiques associées, et c'est sur des pathologies qui ont peu duré, c'est assez fréquent, et on sera amené à traiter les deux. Pour l'épaule, le programme, ça consistera à récupérer de façon infradouloureuse, ils ont déjà assez mal, c'est pas la peine de leur faire un peu plus mal, les amplitudes articulaires, par des mobilisations spécifiques. On étirera ensuite le plan postéro-inférieur, qui est un facteur de décentrage antérieur de la tête. On ensuite effectuera, quand ils ne seront plus douloureux, une tonification musculaire pour équilibrer cette tête humérale par les rotateurs. Et ensuite, un travail en chaîne cinétique. Allez, on enchaîne du coup avec une nouvelle question. Cette fois-ci, c'est un sondage. Donc là, on va masquer les résultats au début. Vous allez pouvoir répondre à quels sont vos objectifs de rééducation.
Donc, je vais masquer au début pour ne pas vous influencer, et puis d'ici 30 secondes, on va les afficher. Donc, le premier, disparition de la calcification. Deuxième, disparition de la douleur. Renforcement de l'épaule, récupération des amplitudes. Donc, plusieurs réponses peuvent être mises. Allez, on est à 16, on va essayer d'en avoir une quarantaine qui répondent. Ça nous donnera déjà un bon échantillon. Ceux qui ne sont pas encore connectés, où je vois qu'il y a une personne qui est perdue, vous pouvez actualiser. Allez, on est à 27, on va essayer de monter à 30, 40. Sur 700 personnes connectées, on devrait y arriver. Allez, on est déjà à une trentaine. Donc pour vous, à 80%, donc majoritairement, le premier objectif, c'est la disparition de la douleur. Non, le premier, ça va être récupération des amplitudes. Le deuxième, disparition de la douleur. Après, on est sur du renforcement de l'épaule. Et il y en a qui veulent essayer de faire disparaître la calcification. Thierry, je pense qu'on est bon. Voilà, bon. Alors, globalement, récupération des amplitudes et la douleur. Ce n'est pas la kinésithérapie qui va faire disparaître la calcification, bon, sauf si on se met à utiliser des ondes de choc. Donc, nous, on va récupérer les amplitudes donc avec 3 séquences. Pour la flexion, on utilise une série de mobilisations, là, avec de mobilisation passive, l'adduction horizontale et étirement du plomb postérieur. Ensuite, pour récupérer l'abduction, et là, c'est ce qui est fondamental, la correction du speed. Et il y a une étude qui va sortir dans une revue internationale, là où on a montré l'efficacité de la correction du spin. Ensuite, on mobilise pour intégrer en rotation latérale et en abduction, parce qu'une fois qu'on a corrigé en passif, il faut que le geste soit intégré. Donc, il y a toujours une part d'actif aidé puis d'actif, bien évidemment. Après, ce n'est pas parce que c'est une calcification dans l'espace sous-acromial qu'on va oublier la scapula. Ça fait partie intégrante de la rééducation avec le type postérieur, mobilisation de la scapule thoracique, surtout s'ils ont des contractures et souvent, comme ils ont eu mal, il y a eu des sondages où certains ont attiré l'attention sur le fait qu'il y avait des douleurs musculaires, bien évidemment. Donc, on va relâcher ces douleurs par crochetage, par exemple. On va travailler le mouvement de bascule latérale de la scapula. Et ensuite, dans certains cas, mais quand même relativement peu dans les calcifications, on peut utiliser de la compression articulaire pour restimuler toute la coiffe du rotateur. Ça dépend des patients. Question sur les ondes de choc. Justement, les ondes de choc, donc le sondage. Thierry en a vite parlé. Donc à vous de jouer, utilisez-vous les ondes de choc. Encore un masque au début, mais bon. On va voir si c'est kiff-kiff ou s'il y a une majorité de oui ou de non. Donc pareil, on va attendre une trentaine de réponses. On attend votre avis, ça prend 10 secondes à répondre. Donc on est sur une majorité de non, Thierry. Oui. Alors, 69% et 31% de oui. D'accord, alors on va essayer de justement, voir. Attends. Pardon. Juste en arrière, hop, bouge pas. Je fais. Donc justement sur ceux qui utilisent les ondes de choc, oui. Déjà savez-vous s'il y a plusieurs intensités sur votre appareil ou pas, et quelle intensité d'onde de choc utilisez-vous? Thierry va nous en parler juste après. On aimerait bien avoir votre avis, donc les quelques-uns qui ont répondu tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle intensité d'onde de choc vous utilisez, si vous le savez bien sûr? Bon, c'était sur une dizaine de personnes qui avaient répondu. Donc majoritairement les hautes, mais je pense que les personnes ne savent pas trop les ondes de choc, l'intensité. Thierry, je te laisse nous dire un peu ce qu'il en est sur les hautes et les basses. Oui. Alors, voilà, donc il y a 3 types d'ondes de choc, les basses énergies, moyennes et hautes énergies. Donc, il y a des études qui ont étudié des effets. Donc, haute énergie par rapport à placebo, meilleurs résultats sur la fonction, avec des preuves toutefois modérées de 3 à 6 mois. Les hautes énergies supérieures à basse énergie, avec meilleurs résultats sur la fonction de la douleur, mais aussi la preuve est modérée, avec parfois des hématomes qui sont à déplorer et des douleurs réactionnelles. Et si on compare l'infiltration avec aspiration, trituration et les ondes de choc, l'infiltration-aspiration est supérieure sur la douleur et le volume de la calcification à 1 an. Mais il
faut-il chercher à faire diminuer cette calcification par des techniques agressives? On peut se poser la question. Alors, si on regarde maintenant, c'est fini pour les ondes de choc, les infiltrations, donc il y a plusieurs techniques qui ont été décrites. D'abord, ce n'est pas la peine d'en faire deux. Deux infiltrations, ce n'est pas mieux qu'une. Donc, une, déjà, ça fait assez mal. Ensuite, si on compare infiltration de cortisone, dérivé cortisonné, ou infiltration avec aspiration, c'est pareil. Il y en a qui utilisent deux aiguilles, d'autres une aiguille, c'est pareil. Il y a des réactions vagales qui sont donc à déplorer dans 5% des cas. Et meilleurs résultats si elles sont guidées radiologiquement. Voilà donc ce qu'on peut dire sur les calcifications. Donc, je crois que ces thérapies, elles peuvent être intéressantes quand on a utilisé des techniques qui étaient moins agressives, donc y compris la rééducation. Et si à un moment, là, vous n'avancez plus, que le patient est toujours gêné, ben, on peut choisir de passer soit à la pratique de chacun, donc soit aux ondes de choc, qui peuvent améliorer une petite amélioration, mais plutôt les hautes énergies. Et ensuite, une infiltration, donc pas plusieurs. C'est pas la peine de vouloir aspirer non plus la calcification. Des fois, j'ai vu des carnages. Voilà. Et voilà, donc pour essayer de faire passer un cap au patient. Et après, du coup, sur les hautes énergies ou basses énergies, c'est de vous renseigner auprès de votre constructeur parce qu'hier, on a cherché un peu, voir sur les marques quelles étaient les hautes et les basses énergies. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de haute énergie, mais en fait, les fabricants ne renseignent pas forcément si c'est des hautes ou des basses énergies. Alors, il y a des appareils qui sont censés un peu tout faire aussi, j'ai un peu regardé. Mais... Donc, ici, un cas clinique, non, c'est pas celui-là. Oui, un cas clinique, donc une patiente qui a une douleur depuis 2014 à droite, à gauche depuis 2014 et à droite depuis 2011. Elle a eu des ondes de choc, elle s'est aggravée à gauche en juin 2021, cortisone 5 jours, 3 mois de rééducation, toujours douloureuse et limitée. Et donc, elle arrive donc... Voilà, vous voyez, alors, ce n'est pas une migration calcique. Hein. Ça, c'est le premier côté qui a été traité, qui va bien maintenant. Et la deuxième épaule, c'est une femme qui n'est absolument pas douloureuse, hein, qui est très sportive. Et vraiment, vu ce qu'elle a enduré pendant plusieurs mois, là, elle n'est pas douloureuse parce qu'elle continue de travailler avec cette épaule. Oui, celle-là, oui, quasiment. Et l'autre, ouais, et de l'autre côté. D'accord. Très difficile. Alors, on va voir, on fait le bilan dont je vous ai parlé. Donc là, je n'ai pas vu l'état hyperalgique de l'épaule. Vous voyez l'abduction qui est extrêmement limitée. Et donc là, c'est les mêmes techniques que sur une bursite classique, mais là, c'est beaucoup plus délicat parce qu'elle est vraiment très, très douloureuse. Donc, je travaille sur des amplitudes très basses. Donc là, pendant que j'effectue mes rotations internes, je mets une légère poussée sur la tête humérale. Puis, comme ça, c'est censé améliorer les rotations, ce qu'on a démontré dans l'étude récente, là, avec un groupe de contrôle randomisé. Donc voilà, là, on répète la mobilisation latérale. Je vais encore réitérer cette manœuvre de correction du spin. Donc, elle sent une douleur qui radie, mais j'essaie qu'elle soit relâchée. Vous avez vu qu'elle est bien relâchée. Donc, on répète les mouvements, ça c'est pour que le cerveau puisse intégrer. Voilà, et maintenant on va doucement regarder si ça passe mieux. Donc là, je vais sûrement attaquer la mobilisation en flexion, voilà, avec la poussée antérieure sur la tête humérale avec mon éminence ténard pendant que je mobilise doucement. Donc on est toujours infradouloureux pour ne pas avoir, parce que dans la part de perte d'amplitude qu'elle a, il y a une grosse part de co-contraction musculaire et même de contraction anarchique, de perte de contrôle moteur. Donc là, on lui remontre comment en passif l'épaule peut mieux fonctionner et ensuite elle va, si on arrive à lui redonner cette mobilité passive, elle va pouvoir réactiver son contrôle moteur antérieur et peut-être avoir une mobilité active satisfaisante à la fin de la séance.
On ne va pas dans l'amplitude maximum, surtout pour ne pas déclencher d'un flux nociceptif qui le remettrait dans son mauvais schéma. Donc on reste toujours infradouloureux. Vous voyez qu'il y a une supination qui est associée pour détendre le biceps pendant la rotation latérale. Donc c'est toujours un peu stressant, même quand je vois la vidéo là, parce que c'est des patients qui ont des douleurs, ça à 8 à 9 sur 10. Voilà, et là on voit qu'on commence à récupérer une amplitude satisfaisante. Voilà, dessous je mets la main pour relâcher les abaisseurs et favoriser le mouvement de bascule latérale de la scapula. Et là on voit qu'elle verrouille à moitié. Mais on a récupéré l'amplitude. Donc là, il ne faut surtout pas vouloir trop en faire. Voilà, je redescends doucement. Et on va travailler, on va faire la séquence SCAP pour le mouvement de la scapule thoracique que je vais vous épargner parce que l'heure avance. Voilà, donc elle arrive à tenir, difficilement, mais à peine. Quoi, elle a son amplitude, disons. Et quand elle revient à la deuxième séance, 3 jours après. Allez, c'est parti. Voilà, je vous rappelle qu'elle a été traitée depuis plusieurs mois. Derrière la tête. Voilà, levez au ciel là maintenant. Oui, levez le bras, levez le bras. Voilà, baissez. Voilà, bon, on va passer 3e séance. Bon. Baissez. Donc chaque fois qu'elle revient, je refais un peu les mêmes manœuvres, mais bien évidemment, à partir de la 2e et 3e séance, c'est beaucoup plus facile. Voilà, baissez. Vous voyez que l'abduction est symétrique, derrière la tête, la flexion également, et les rotations quasiment. Voilà, dans le dos maintenant. Voilà. Alors, après, on peut passer dans certains stades, si ça ne marche pas, si les palideux avec les percussions et les infiltrations ne marchent pas, on peut passer donc à la chirurgie. Les auteurs attirent l'attention qu'on ne le fait qu'après un traitement conservateur bien mené, et il y a 10% des patients qui pourraient être susceptibles d'être opérés si la rééducation n'avance pas. Il faut bien les informer sur qu'ils font souvent des épaules douloureuses après, avec très souvent des capsulites. Donc, ce n'est pas la chirurgie, je ne parlerai pas de la chirurgie, mais ce n'est pas la plus compliquée, sûrement qui est. Mais par contre, les suites sont longues, et beaucoup plus longues que dans une arthroplastie d'épaule, par exemple. Et il n'y a pas de bénéfice à réaliser une acromioplastie, car ce n'est pas un conflit. C'est la calcification qui provoque une bursite qui n'est pas due au conflit. Voilà, donc là, on voit le trou qui est en haut une fois qu'on a enlevé la calcification, et donc qui amène à faire une suture de la coiffe des rotateurs, une réinsertion de la coiffe des rotateurs. Alors, si on regarde ce qui se passe, on a étudié donc différents facteurs qui pouvaient donc jouer sur les douleurs à distance. Et on s'aperçoit que ceux qui ont des ruptures de coiffe, c'est le facteur qui génère. On a vu qu'au début, il y avait 15% de rupture de coiffe à peu près, alors qu'habituellement, la calcification ne génère pas de rupture de coiffe. Et en fait, là, ceux qui ont des ruptures de coiffe à distance, c'est ceux qui ont été opérés, parce que ça a fragilisé le tendon, qui normalement sont constitués d'intégromes. Mais dans certains cas, le collagène, c'est des épaules quand même qui sont très jeunes, 55, et surtout sur les opères vers 60 ans. Et à ce moment-là, ça peut favoriser les ruptures de coiffe. Donc, une étude à 2 ans de recul. Alors, à 2 ans et 5 ans de recul, les résultats sont en général bons après chirurgie. Les ruptures de coiffe n'apparaissent qu'à 10 ans. C'est pour ça que les études ne les rapportent pas. Mais là, on voit toutefois qu'il y a quand même des épaules qui sont douloureuses à la fin. Les gens n'ont pas 15 sur 15 score de constant. Voilà un exemple de trituration, donc calcification, ponction et 4 infiltrations. Donc la calcification a bien évidemment diminué, mais on serait plutôt dans un type D avec des petits résidus qui restent. La coiffe, elle a eu un scanner, la coiffe a énormément diminué d'épaisseur, donc c'est pas très bon pour la longévité de sa coiffe. Donc, elle arrive comme ça au bout de 6 mois de traitement. On récupère les amplitudes articulaires. Voilà la séance 1 et voilà la séance 2. Donc, souvent, les symptomatologies est liée à la perte d'amplitude articulaire et qui va comprimer la bourse qui est rendue douloureuse par la calcification.
Donc, c'est des épaules qui sont plutôt plus douloureuses que la moyenne parce que c'est pas le problème mécanique qui génère l'inflammation de la bourse. Il y a une inflammation de la bourse. S'il y a un problème mécanique associé, alors là, c'est exponentiel. Voilà, en conclusion, donc toutes les épaules qui ont des calcifications ne sont pas douloureuses. C'est la bourse qui est responsable des douleurs parce qu'elle va résorber des cristaux qui vont partir dans cette bourse. Ces calcifications évoluent lentement vers la résorption. Parfois, elles peuvent migrer, et c'est la migration calcique avec l'épaule hyperalgique. En fait, on applique le même protocole, mais adapté, et c'est souvent beaucoup plus délicat quand vous arrivez ces épaules-là. C'est très, très difficile, mais n'empêche que ça marche si on prend toutes les précautions. Voilà, mais écoutez, on va passer maintenant en direct là, pour voir toutes les questions que vous avez posées. Je vous remercie de votre attention et j'espère que cet exposé vous aura amené de quelques éléments pour votre pratique quotidienne. Très instructif, comme d'habitude, Thierry. Merci beaucoup. Et du coup, je vais vous poser les questions qui ont été posées. Donc, c'est dans la rubrique questions en bas à droite. N'hésitez pas, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas soit à voter, soit à en poser d'autres. Du coup, on a une première question de Audrey qui nous demande si les ondes de choc par appareil à domicile sont efficaces. Les ondes de choc, pardon ? Les ondes de choc sont intenables lors des douleurs, point d'interrogation. Est-ce que les ondes de choc par appareil à domicile sont efficaces ? Je ne connais pas les appareils à domicile, mais... Je pense qu'elle va faire la différence entre les appareils portables et les appareils... en gros, les gros ondes de choc qui auraient une intensité élevée. C'est souvent la haute énergie. Voilà, et les basses énergies, je pense, qui sont portables. C'est moins efficace. On l'a vu. Ok. Alors, j'ai une question de la part de Boesquer qui demande quelle est la différence entre une tendinopathie calcifiante et une tendinite ? Dans la calcifiante, d'abord, tendinite, ça n'existe pas trop, sauf dans certains cas de surutilisation chez les gens qui font de la musculation, par exemple, ou après une contusion de la coiffe du rotateur au ski, où là, pendant 12 semaines, vous avez une réelle inflammation du tendon, parce que justement, vous avez les macrophages qui vont résorber toutes les parties, toutes les fibres de collagène qui ont été cassées, et donc le tendon va se restructurer pour être normal après au bout de 12 semaines. Donc là, il ne faut pas prendre anti-inflammatoire parce que la réaction inflammatoire du tendon est en train de le reconstruire. Comme là, dans la calcification, une fois que les particules de calcium vont migrer, le tendon va se reconstituer. La nature est bien faite. Mais c'est deux pathologies différentes. S'il y a une véritable tendinite, mais souvent on dit qu'il y a une tendinite, et ce n'est pas du tout une tendinite, c'est juste dans les cas dont je vous ai parlé, les vraies tendinites. Et à ce moment-là, il y a un œdème du tendon, le tendon est plus gros, mais ce n'est pas la majeure partie des patients. Et là, c'est le tendon qui fait mal. Là, dans la calcification, ce n'est pas le tendon qui fait mal, c'est les particules qui sont parties et c'est la bourse qui fait mal. Ok. Alors, je continue. Très souvent, on a des amyotrophies du muscle sur IRM dans la tendinopathie calcifiante de l'infraépineux. Mécanisme de la tendinopathie ou réaction à la calcification ? Non, ce n'est pas l'amyotrophie de l'infraépineux qui est responsable de la calcification. C'est plutôt le mauvais fonctionnement, la perte du contrôle moteur où le patient va moins activer à cause de la douleur son infraépineux, la moins bonne utilisation de l'épaule. Et donc, on aura une amyotrophie secondaire, mais ce n'est pas elle qui est responsable de la calcification. Ça, je l'ai vu dans un élément de la littérature. Donc, par contre, c'est essentiel, après, très précocement, de travailler l'infraépineux. Donc, tant que les patients sont douloureux, on fait des excitomoteurs. Et quand ils ont plus mal, on va travailler contre des résistances élastiques sur des petits secteurs pour ne pas trop les enflammer. Ok. On a une seconde question de Pierre qui observe qu'il y a beaucoup de capsulites rétractiles après la crise de résorption. Est-ce que tu aurais une explication ? Non, alors, moi,
tous les patients que je vois tôt après une migration calcique, ils ont des épaules normales au bout de 3 semaines. En fait, ils font des. Mais par contre, je les fais venir, dès le premier jour, je les fais venir. À la fin de la semaine, ils bougent quasiment normalement. Et au bout de 2 semaines, je retonifie en particulier les infra-épineux. Et ils repartent et à 3 semaines, ils refont du sport. Ou un mois. Donc, en fait, ils font des capsulites parce que si la migration calcique, c'est tellement douloureux, ils restent crispés. La dame que vous avez vue là sur la vidéo, elle aurait bientôt fait une capsulite. Si on les laisse sans bouger, il y a une désorganisation du contrôle moteur de l'épaule et à ce moment-là, une raideur va s'installer. Donc, j'en ai soigné à distance pour des capsulites, mais c'est pas normal, c'est une incurie. Dès qu'il y a une migration calcique, il faut les prendre en charge. La migration a traité la calcification, nous on va traiter la mobilité de l'épaule et la reprogrammation de cette épaule. Et c'est très facile. La rééducation est très facile. Mais s'ils sont maltraités, ça va partir en épaule chronique douloureuse. Très bien. Du coup, il y a Maud qui te demande qu'est-ce que tu fais en cas de bursite? Mais pour la bursite, c'est le traitement que j'ai montré. On récupère les amplitudes pour que l'articulation fonctionne mieux et qu'il y ait moins de compression de la bourse. Et les études montrent que quand on a récupéré les amplitudes, le patient a moins mal. Donc, on diminue les forces de frottement dans l'espace sous-acromial. Et quand ça frotte plus, l'inflammation disparaît. Si elle n'est pas entretenue par des migrations de cristaux. Mais c'est deux maladies différentes. Il y a la migration de cristaux avec l'inflammation, et ensuite, à cause de la douleur qui est générée, ça peut-être pas paraître très bien exposé, mais à cause de la douleur qui est générée par les migrations de cristaux, maladie calcique, vous avez une déprogrammation de l'épaule qui peut aboutir à des dysfonctionnements. Donc, soit capsulite après une migration calcique, phase aiguë, le patient qui n'est pas traité, soit de façon chronique, les patients qui arrivent avec des pertes de 10 à 15 degrés qu'on a vues. Et ça va générer une bursite mécanique qui n'est pas due à la résorption des cristaux. Et donc, on va le traiter en récupérant les amplitudes. Sachant que sur la migration des cristaux, il se peut que certains patients partent, ils sont très bien, ils n'ont plus mal. Quelque temps après, ils ont quelques petites douleurs qui apparaissent. Ce n'est pas une bursite mécanique, c'est la migration des cristaux. Et je leur dis, épisodiquement, si des fois vous êtes gêné, vous voyez que vous bougez un peu moins le bras, venez, on refera quelques séances pour pas que vous ayez en plus la bursite mécanique associée. Très bien. Alors, on a une autre question de Jérôme qui nous demande les abductions contrariantes en cas de conflit, bursite, pourquoi la préconiser? Les abductions, quoi? Alors, je lis ce que je vois. ABD contrariante en cas de conflit, bursite, pourquoi la préconiser? ABD contrariante, je ne vois pas ce que ça veut dire. Florian, tu as une idée? Ou je passe à la prochaine? Ouais, passe à la prochaine. Après, je pense que c'était par rapport Sinon, il peut à la première diapo que tu montrais sur la vascularisation au niveau de l'abduction qui coupait, qui favorisait l'abduction, favorisait la vascularisation et la DD non, et du coup une ABD contrariante. Il faut apprendre aux enfants à manger avec des coudes sur la table pour qu'ils vascularisent bien leur coiffe. Voilà, c'est dans ce sens-là. C'est un lien qu'il peut y avoir avec l'alimentation. Non, il y a une étude qui montre qu'il y a un lien entre la consommation de légumes et de céréales et les calcifications. Donc, voilà. J'ai vu qu'une seule étude, parce qu'on pose souvent la question, et ce n'est pas sur la consommation de calcium, de fromage ou de lait qui entraîne des calcifications. Ça serait plutôt l'absence de consommation de légumes. On retrouve, chez ceux qui ont des calcifications, on retrouve moins de certaines substances issues de la dégradation des légumes dans les urines. Très bien. Prochaine question de Maud. Qu'est-ce que la manœuvre tilt-post? Tilt-post, c'est la manœuvre qui consiste à bomber la poitrine pour avoir une bascule de la scapula en arrière. Donc, le tilt, c'est une combinaison de bascule postérieure, de rotation latérale et de frontalisation de la scapula. Donc ça, c'est un peu long à dire. Les anglo-saxons appellent ça le tilt, c'est un peu plus rapide.
Dans le type antérieur, le patient enroule les épaules. C'est pas bon puisque le bec acromial va contre la bourse. Et par contre, quand vous bombez la poitrine, ça c'est à faire tous les jours, surtout sur les patients qui travaillent sur écran, ou même vous qui travaillez toujours un peu penché en avant, vous bombez la poitrine et ça entretient votre mobilité. Ça évite que le petit pectoral se rétracte et empêche la scapula de basculer quand vous levez le bras. Ensuite, il y a Audrey qui donc dit pas de cryothérapie, on laisse du coup l'inflammation faire le job. Oui, alors, après, il y a le fait qu'il faut que les douleurs soient supportables pour le patient. Mais sur la cryothérapie, j'avais fait une expérience où j'avais mis une sonde. J'avais acheté un steak de Châteaubriand chez le boucher, de l'épaisseur d'un deltoïde. J'avais mis une sonde thermique dessous et ensuite j'avais passé la cryothérapie sur le steak. Et en fait, dessous, il n'y avait pas du tout de modification de la température, sachant qu'il n'était pas vascularisé puisqu'il avait été prélevé sur ce pauvre animal. Donc, si c'est vascularisé, si le deltoïde est vascularisé avec le tissu, la peau, la graisse sous-cutanée, le deltoïde, le froid n'arrive pas à la bourse. Alors, le patient peut avoir une sensation, et je mets de la glace sur les épaules, le patient peut avoir une sensation d'amélioration parce que les muscles sont douloureux, mais par contre, ça ne va pas jouer sur la bourse sous-acromiale. Mais il faut tout ce qui peut soulager le patient quand ils ont très mal. Par principe, il ne faut pas faire de l'antalgique et que le traitement se résume à ça. Mais par contre, quand le patient souffre, tout ce qui peut le soulager est favorable. Même s'il se passe une pommade, il vous dit « je suis soulagé », ben, tant mieux pour vous, c'est très bien, continuez. Pour rebondir sur la question, moi, entre la cryothérapie et les anti-inflammatoires, à la limite, il vaut mieux l'antalgie, enfin la cryothérapie, plutôt que les anti-inflammatoires qui vont être moins délétères. Bien sûr, bien sûr. Du coup, comme il a dit Thierry, il vaut mieux soulager la douleur par tous les moyens. Mais bon, ce n'est pas la première intention. La cryothérapie, dans ce cas-là, dans beaucoup de cas, ça joue sûrement par le gain de contrôle. C'est-à-dire que vous saturez le passage au niveau de la moelle épinière, de l'entrée des voies de la douleur, et ça empêche la douleur de passer par la sensation de froid intense que vous avez. Très bien. Alors, j'ai plusieurs questions. Je fais une petite aparté, mais concernant les attestations. Donc, du coup, vous recevrez tous un mail de confirmation comme quoi vous étiez sur le webinar et vous aurez tous accès au replay suite à la fin du webinar. Et environ 15 minutes après, tout le monde aura accès au replay. J'ai beaucoup de questions en ce sens, donc voilà, j'ai pris le temps d'y répondre. Également, sinon, on a Maud qui demande, qui dit dans un premier temps, l'abduction permet de revasculariser, et donc la question c'est pourquoi ce mouvement n'est pas bien vu par les chirurgiens? Non, alors, il ne faut pas, si vous voulez, du point de vue contrainte sur les tendons, l'abduction met beaucoup plus de contraintes que la flexion. Donc, ce n'est pas un geste à faire travailler en rééducation. Mais là, je parle de le fait de se reposer en position d'abduction sur des accoudoirs ou sur une table. Ça détend la coiffe et la coiffe est mieux vascularisée. Par contre, après, ça ne veut pas dire qu'il faut travailler l'abduction en rééducation. Ce n'est pas pareil. Mais par contre, il faut récupérer l'amplitude d'abduction passive par les techniques de mobilisation que je vous ai montrées. Donc, il y a 3 choses. Se reposer à l'abduction pour que le tendon soit détendu, et ça, les chirurgiens ne peuvent être que favorables, puisque en post-opératoire, ça va permettre de mieux vasculariser la coiffe. Ensuite, récupérer les amplitudes, ça permet au patient de moins coincer sa bourse et de mieux bouger, ça améliore son confort, et c'est ce qu'il souhaite. Et par contre, il ne faut pas le travailler en actif, parce que ça met énormément de contraintes sur le tendon. Trop. Nouvelle question de Toufik qui nous demande, quand on infiltre, à quelle fréquence doit-on le faire? Non, mais pendant pas mal d'années, je voyais trop d'infiltration et du coup, j'étais contre les infiltrations. Maintenant, j'en vois souvent les patients, quelquefois, j'en vois les patients se faire infiltrer, les capsulites, certaines bursites qui sont vraiment qui sont chroniques et où malgré la rééducation, la douleur ne diminue pas et après une infiltration, on passe un cap et le patient peut être guéri.
Et ensuite, pour les calcifications, moi, je n'en vois jamais des patients se faire infiltrer, mais il faut savoir que on a vu une infiltration, hein, et pas 50, parce que sinon, ça va pas. D'abord, c'est pas démontré que la cortisone permet de dissoudre le calcium. Hein. Au mieux, ça va diminuer l'inflammation, mais l'inflammation elle est là pour résorber. Donc, dans la crise aiguë, il faut laisser les macrophages faire leur travail, il ne faut pas les infiltrer. Et dans le chronique, vous avez vu les résultats des études. Mais moi, personnellement, j'envoie les bursites se faire infiltrer, les capsulites se faire infiltrer. Et là, les capsulites, des fois, ça ne me gêne pas si on le fait 2 fois, une fois au début dans la capsule et une fois après dans la bourse. Par contre, les calcifications, je n'ai jamais envoyé quelqu'un se faire infiltrer. Je ne dis pas que j'ai raison, mais c'est mon sentiment. C'est agressif pour le tendon. Alors, et si on les infiltre dans la bourse, ça freine le processus qui traite la calcification. Donc, c'est pas. Ça ne me semble pas logique, mais bon. Chacun peut avoir ses idées. On a Anne qui vient de poser une nouvelle question, qui veut savoir si on peut faire du travail excentrique du supra-épineux. Non. Alors, bon, ça sera un grand débat, mais il faut savoir qu'il y a un numéro du JOSPT qui a été consacré au tendon et à l'excentrique. Et en fait, le tendon, contrairement à ce qu'on dit, ne sait pas dans quel sens il va. Le tendon, il ne sait pas s'il fait du concentrique ou de l'excentrique. Le tendon ne connaît que la tension qui lui est appliquée, que ce soit en isométrique, en excentrique ou en concentrique. Ce qui connaît la direction du mouvement, c'est le muscle. Le muscle, lui, il sait s'il fait de l'isométrique, de l'excentrique ou du concentrique. Donc après, si on parle de musculation, là, on peut parler des modes. Donc, il faut certains muscles de l'épaule, il faut les travailler en excentrique, mais pas dans l'excentrique qui dépasse la capacité du muscle. Hein, dans le mouvement excentrique de freination. Et par contre, pour le tendon, mettez la charge qu'il faut, mais dans un sens ou dans l'autre, c'est pareil. Donc, il vaut mieux que ce soit infradouloureux. Donc, moi, si je mets de la résistance sur un tendon, je le fais plutôt en isométrique pour pas déclencher de frottement au niveau de la bourse, puisque c'est ce qui fait mal. Mais dans tous les cas, pas d'indication, à mon avis, de mettre de la tension sur une calcification. Ce n'est pas le problème. Okay. Le problème, la calcification, elle est venue à cause d'une hypoxie, vraisemblablement, et pas par un manque de tension. Alors, prochaine question, elle est un petit peu longue. Alors, je vais te demander d'être attentif parce que je vais essayer de ne pas faire d'erreur. Que faire chez AVC de 6 mois qui présente une très bonne évolution du MS, mais une douleur de l'épaule bien toute arrêtée, une calcification du tendon sous-scapulaire plus tendinopathie du sud épineux? Que faire? La mobilisation passive et active sont douloureuses. Oui, ben ça c'est vrai. Donc, à mon avis, je récupère assez régulièrement des hémiplégiques qui ont des épaules raides et douloureuses. C'est pas du tout sûr que ce soit dû à la calcification. C'est sûrement pas dû à la tendinopathie. Hein. Et donc, ils ont des pertes d'amplitude qu'on a laissé s'installer malencontreusement. Donc, il faut récupérer les amplitudes. Et dans ces cas-là, peut-être, parce qu'à mon avis, s'ils ont mal, eh ben, c'est qu'il y a eu le bursite. Et donc, peut-être, sur des épaules qui sont parfois un peu difficiles, si surtout il y a un peu de spasticité, de savoir céder d'une infiltration, ou dans certains cas même, de toxines botuliques dans les muscles abaisseurs, qui peuvent freiner la récupération s'il y a de la spasticité. Je crois qu'on a fait le tour. Quels sont les principaux mouvements à faire pour une éventuelle rééducation à domicile? Demande Nabila. À domicile, si le kiné fait la rééducation à domicile ou si c'est le patient qui fait de l'auto-rééducation? J'imagine que c'est le patient. Ouais, à domicile, ben c'est la même rééducation qu'une bursite. Hein. D'abord, premier jour, faire du tilt. Ça ne déclenche pas, si c'est bien fait, ça peut déclencher aucune douleur. Et déjà, ça redonne la mobilité de la scapulo-thoracique. Et ensuite, au fur et à mesure de la récupération, travail de la rotation latérale, au début sans résistance, puis avec la résistance et de l'autopassif en mobilisant ses mains au-dessus de la tête. Mais si le patient est douloureux, il va avoir du mal à le faire. Ça, c'est plutôt
quand le kiné a débloqué la situation en récupérant les amplitudes scapulomérales, alors avec les techniques que chacun utilise. J'ai vu qu'il y en avait un qui parlait de Mulligan. J'ai eu la chance de le rencontrer, Jerry, là. C'est une approche qui est voisine de la nôtre, puisqu'en fait, nous, on fait du passif, on appuie sur la tête. Lui, il fait de l'actif et il fait appuyer sur la tête par des élastiques, mais la conception est quand même voisine. D'autres questions? Je vois Maëlys qui demande si on a des examens complémentaires demandés de façon systématique. Non, le seul examen à faire, mais encore, moi, si un patient vient me voir, lisez les 2 articles qui sont parus dans Kiné Scientifique sur l'examen clinique de l'épaule. Je veux dire, dans l'épaule, on ne peut pas avoir de maladie grave. La seule chose grave, c'est quoi grave encore? C'est pas une tumeur maligne, c'est l'ostéomostéoïde. Et j'en ai vu 2 dans ma vie. Donc, l'intérêt des examens complémentaires en épaule, aucun, hein, puisque là, il y a une grosse étude qui est sortie sur 600 patients, si mes souvenirs sont bons. Donc, 300 épaules, 300 genoux, aucun lien entre les lésions retrouvées et l'état clinique du patient. Hein. Donc, qu'il ait une calcification ou pas, nous, on ne va pas traiter la calcification de toute façon. Alors, simplement, il n'y a que dans le cas de la migration calcique où je les envoie faire une échographie, parce que là, il faut faire le diagnostic différentiel avec, ça pourrait être un personnage Turner. Donc, voilà. Et surtout, ils ont tellement mal qu'ils veulent bien savoir ce que c'est. Et c'est pas sûr qu'ils soient entièrement satisfaits. Toi qui leur dis c'est pas grave, c'est une migration calcique. Alors, ça les conforte et bon, ils prennent le traitement beaucoup plus de façon active. Mais sinon, pour une calcification, pas d'intérêt de faire de l'imagerie. Ok. Étant donné que l'état clinique du patient, douleur, fonction, mobilité ne sont pas liés à la taille de la calcification et à sa forme. Hein. Aucun lien. Donc même les classifications que je vous ai montrées, elles sont utilisées, mais elles sont pas, leur reproductibilité n'a pas été validée et ce n'est pas lié non plus à l'état clinique du patient. Et surtout, le problème avec les radios et tous les examens complémentaires, c'est que ça a tendance à angoisser le patient et avoir plutôt un effet nocebo. Surtout quand ça va le fixer, il va dire j'ai mal. Si on s'acharne sur la calcification, il va dire j'ai mal à cause de la calcification. Tant qu'il la verra, il aura mal. Il faut lui montrer qu'il a mal parce que son épaule fonctionne mal, récupérer le fonctionnement de son épaule, et là, il va redevenir un peu plus optimiste sur ses chances de récupération. Et moi, dans les premiers temps, je mettais 2 fois plus longtemps à traiter les calcifications que les autres épaules. Mais en fait, c'est mon psychiatre qui m'a guéri en me disant c'était moi qui avais une calcification dans la tête et c'est ça qui m'empêchait de traiter normalement les patients. Maintenant que je les traite pareil, s'ils ont calcification ou pas, excepté les migrations, hein, ben les résultats sont identiques à la même vitesse. C'est moi qui ne réagissais pas pareil. Donc, c'est pire pour le patient si on lui met dans la tête qu'il a mal à cause de la calcification. Donc, il ne faut surtout pas insister là-dessus. Mais écoute, je vois une dernière question. Est-ce que le chaud peut être bénéfique pour les calcifications? Non. Alors, sur la vascularisation, pourquoi pas, hein, mais comme je vous ai dit que le froid n'arrivait pas à la bourse, est-ce que le chaud arrive à la bourse? Il y a peu de chances. Par contre, sur les muscles qui sont très tendus et douloureux, ah oui, à coup sûr. Hein, à coup sûr. Donc, mettre du chaud sur le trapèze, sur la coiffe des rotateurs, sur l'infraépineux, bien relâcher les muscles qui sont des causes de douleur importantes. On a Tarek qui te demande si les infiltrations de PRP et les tendinopathies calcifiantes de la coiffe, qu'est-ce qu'il en est? Bon, ben, alors là, j'ai vu passer aucun travaux sur les calcifications avec des PRP. Bon, ok. Je crois qu'on a fait le tour de l'ensemble des questions qui ont été posées. Florian, je sais que tu as regardé, j'ai rien loupé, il me semble. Normalement, non. Ok. Bon, eh ben, je pense que tu as fait le tour et tu as répondu à tout le monde, Thierry.
Bon, mais moi, je tiens à remercier toute l'équipe parce que là, vous voyez Johan, Florian et votre serviteur, mais derrière, il y a d'autres personnes qui ont travaillé, en particulier chez nous, la responsable pédagogique Inès et Eva, la responsable de communication, qui m'a aidé à faire le diaporama. Et je tiens à tous vous remercier. Là, je vois que vous êtes encore 750. Ah, il y en a qui est parti. Donc, j'espère que ça vous aura apporté, que ça aura démystifié un peu ces calcifications où j'ai mis longtemps à comprendre. D'abord, au début de ma pratique, je n'en recevais pas en rééducation parce que les médecins devaient se dire ça ne sert à rien. Et maintenant, j'ai énormément de calcifications en rééducation parce que sûrement que les médecins et les patients ont vu des résultats. Et donc, c'est pas une pathologie qui dépasse les quelques pourcents en termes de santé publique, c'est une pathologie importante. Hein. Donc, il y en a beaucoup et malheureusement, tant qu'on pensait que le problème, c'était la calcification, on se disait à juste titre, la rééducation, ça ne sert à rien. Ouais, parce que vous avez vu, il n'y a pas grand-chose qui fait diminuer les calcifications. Et quand on les enlève, il y a un risque de rupture itérative de coiffe. Hein. Donc, c'était normal qu'on ne les envoie pas. Mais en fait, le patient, il souffre d'une bursite, souvent associée à un mauvais fonctionnement mécanique. Et là, on est en plein dans la rééducation. Moi, j'ai une dernière question, Thierry. Les exercices, à quel moment tu les fais intervenir? Si tu en fais intervenir. Que quand le patient n'a plus mal. Et j'ai encore eu le cas aujourd'hui d'une patiente. Je lui ai fait commencer les rotateurs latéraux contre l'élastique le plus petit la semaine dernière. Elle n'a pas compté. Elle en a fait quelques minutes. Elle a eu mal pendant un jour, hein, alors qu'elle n'avait plus mal. Donc simplement, ça a été un surdosage du tendon. Le tendon, il aime la contrainte, mais pas l'excès de contrainte et surtout la progressivité. Et là, aujourd'hui, on a recommencé. On a fait 6 x 5 de rotation, 6 x 5 pendant 5 secondes pour chaque rotation, avec la tension minimum. Voilà, et donc là, je pense qu'elle aura pas mal. Ça a été une erreur de dosage dont je suis en partie responsable. Et donc, sur les calcifications, il faut être encore plus prudent parce qu'ils demandent qu'à s'enflammer un peu plus parce que les mouvements dans l'espace sous-acromial, la tête qui va tourner ou bouger suivant ce que vous faites faire, c'est susceptible de faire dégager un peu plus de cristaux d'hydroxyapatite dans la bourse, alors que sur une bursite que vous avez ou une tendinopathie, c'est uniquement le frottement qui peut provoquer la réaction inflammatoire. Alors que là, ça peut provoquer le dégagement supérieur en faisant marcher le tendon, et en particulier le supraépineux. Vous savez que dans les rotations, il y a la moitié qui va devant, la moitié qui va derrière, marche avant, marche arrière. Donc, il y a des forces de cisaillement qui peuvent favoriser des migrations calciques. Alors, il faut que les calcifications migrent un petit peu pour qu'elles se résorbent, mais pas trop vite pour pas qu'on ait trop mal. Si elles migrent très progressivement, le patient ne le sent pas. Et elles disparaissent sans que le patient s'en rende compte. Merci Donc, pour ta réponse. Pas trop agressif pour les renforcements sur les calcifications. Bon, je crois qu'on a fait le tour des questions. Bon, mais super. Ben, une fois de plus, merci à tous les deux. Moi, j'étais ravi de passer ce moment avec vous. C'est toujours des moments très agréables. Même moi qui suis novice là-dedans, j'apprends des choses et c'est toujours très intéressant. Je pense que, une fois de plus, ça a été un succès. On est à plus de 1000 inscrits, pratiquement 1100 inscrits et 800 personnes qui ont participé à ce webinaire en direct. Donc, voilà, c'était très intéressant et ça a eu beaucoup de succès. Donc, une fois de plus, merci. Merci pour cet événement. Nous, on aura d'autres événements qui vont intervenir au courant de l'année. Mais en tout cas, voilà, c'était toujours un grand plaisir d'être avec vous ce soir, d'écouter Thierry avec ses explications et Florian. C'était vraiment un moment très agréable et j'espère que vous avez tous particulièrement apprécié. Et comme indiqué tout à l'heure, vous aurez tous accès au replay pour pouvoir le visionner à nouveau si besoin. Je te laisse le mot de la fin, Thierry, mais moi, je vous souhaite à tous une oui, mais merci à toi, Johan. Merci à Florian. Vous avez vu que ça a permis, ce qu'a mis en place Florian, ça a permis de bien dynamiser ces webinaires-là. Ça fait plaisir d'avoir un peu de sang neuf. Et surtout, merci à tous parce que c'est vos participations qui me motivent pour travailler et faire ces webinaires. J'espère que ça fait avancer la kinésithérapie. Merci. Merci à tout le monde et merci à Thierry et à Follow. Merci à tous. Merci, bonne Follow. soirée. À bientôt. À Au bientôt. revoir. Allez, au revoir. Salut.